Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Twitch de la Fédération Française de Rugby, bienvenue sur la chaîne France Rugby d'ailleurs si vous n'êtes pas follow. Allez, hop, 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 on clique sur le petit cœur en dessous, c'est gratuit, comme ça vous êtes au courant dès qu'il y a une émission, dès qu'il y a une conférence de presse du 15 de France, et Dieu sait que pendant la Coupe du Monde, vous allez devoir à mon avis suivre cette chaîne qui va être très intéressante. Et on va faire monter tranquillement la pression jusqu'au match de ce soir, France-Fidji en direct donnant de la Beaujoire. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de la grande, de l'excellente journaliste pour TF1, Inès Irigoyen, ça va? Eh ben oui, ça va toi aussi? Moi, ça va, j'ai mal au crâne. Tu veux Alors, on dit tout, on est sur Twitch. J'ai mal au crâne depuis ce matin. Je pense que j'ai besoin de sommeil. Mais je t'ai parlé un petit bien. peu et Oui. je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Ouais, sauf que moi j'ai pas mal à la tête, c'est ça qui m'inquiète un peu. Toi, tu as des bonnes semaines parce que tu prépares, pour ceux qui ne le savent pas, tu prépares un gros doc, un 52 minutes qui va être diffusé juste avant le premier match de la Coupe du Monde. C'est ça. Bonjour à tous d'ailleurs, parce que j'ai dit bonjour à Émeric, mais pas à vous tous. Oui, c'est ça, le doc il sera diffusé la veille du premier match, donc du France-Nouvelle-Zélande. Ah, la veille. La veille, c'est ça. Ah, le tu vois, 7. moi je m'étais trompé, tu vois. Eh bien, ça sera bien le 7 septembre qui sera Ok. diffusé. Sachez qu'il y a un match de l'équipe de France de foot, le 7, en France-Irlande, si je ne me trompe pas, sur TF1. Et juste après, eh bien, une fois que le match est terminé, on enchaîne sur le doc de 52 minutes qui retrace toute la préparation de l'équipe de France, donc du premier rassemblement qui a commencé début juillet à Monaco et jusqu'à vraiment leur rentrée à Rueil-Malmaison qui sera leur camp de base pour toute la Coupe du Monde. Ok, bon, Voilà. bah, franchement, ça va être cool. Appétissant, alléchant, Pas mal ça de. donne envie. Ouais, bah, franchement, ça va être cool. Et puis, bah, je sais que tu bosses un petit peu d'arrache-pied dessus. Tout petit D'où peu. la petite fatigue. Hein. Il y en a des heures de rush. Il y a de quoi faire. Et puis, bah, avec cette équipe de France, voilà. On va pas faire la. Comment dire, on va pas faire comme si c'était pas arrivé. On a eu un lundi de merde. J'ai pas d'autres mots. On a eu un lundi de merde pour le rugby français. On est tous très tristes. On pense à Romain Ntamak, bien évidemment, qui malheureusement est blessé, donc ne jouera pas cette Coupe du Monde. On est très triste pour le joueur. Bien évidemment, je pense qu'on a tous. Moi, je vais ouvrir mon cœur, mais j'ai senti comme une douleur de rupture. J'ai eu mal pour lui, j'ai eu mal pour le 15 de France. Donc on l'embrasse, envoyez-lui dans le chat un maximum d'amour, il en a besoin et on pense fort à lui bien évidemment. Et j'espère que les copains vont faire le boulot pour lui et on sera tous derrière ce 15 de France bien évidemment. Donc bon, il y a eu lundi catastrophique. Dans l'émission on va revenir sur le match de France-Écosse, ce qui s'est passé après derrière. On va essayer d'expliquer aussi le système du banc. On parle souvent d'un banc en 6-2, d'un banc en 5-3. Je sais que voilà, il y a des amateurs de rugby, de près, de loin. Il y a des gens qui découvrent le rugby, qui viennent sur la chaîne. Et ben on est aussi là pour expliquer un petit peu des trucs qui peuvent paraître basiques pour certains, mais qui sont loin de l'être pour tout le monde. Donc voilà, on est aussi là pour ça. Après derrière, on va parler de la compo de ce match, hein, France-Fidji, qui est quand même une compo très intéressante. On va revenir. Tu vas bien nous expliquer comment ça va se passer pour la présentation de la liste lundi. Oui. L'annonce donc de la liste des 33 sélectionnés pour cette Coupe du Monde qui se fera en 2 temps. On vous expliquera pourquoi. En 2 temps. En 2 temps, 3 mouvements. Oh, allez. Mais donc voilà, on vous dirait un petit peu comment. Non mais c'est intéressant de savoir comment ça va se passer, quand est-ce qu'on le saura, quand est-ce que les joueurs le sauront et tout. Bah, tu vas tout nous dire parce que madame est un petit peu dans les offres, hein, force d'être avec eux. Et enfin, on va parler bien évidemment de notre adversaire du soir, les Fidjiens. Et j'aurai en plus, parce que voilà, la générosité, bien évidemment, des petits cadeaux pour vous, avec 2 places à gagner pour le match France-Australie. Et sachez que ces 2 places en plus vont vous permettre de venir avec nous en plateau sur l'avant-match lors de ce France-Australie, voilà, le 27 à 18h, le coup d'envoi si je ne m'abuse. Eh bien, vous offre l'opportunité de venir en plus participer à l'émission. Peut-être qu'il y aura un petit quiz, un petit challenge entre vous et moi. Donc ça risque d'être intéressant, ça arrivera milieu d'émission, fin d'émission pour ça. Et il y aura également des écharpes à vous faire gagner. Des écharpes, je ne sais pas si on les voit. Je vais les soulever. Ah, si on la voit. Oh, le plan large. Oh, il y a le bandeau en dessous. Une écharpe collector du match à gagner. Regardez-moi ça. France-Fidji, Nantes, 19 août 2023. C'est des bons souvenirs. Moi, je sais que gosse, je les collectionnais, donc je sais que j'aime bien ça. Moi. Tu les as gardés? C'est dans un carton. Ça, c'est les mamans, tu vois, genre, bon, écoute, tu t'en vas, mon fils, mais je t'ai gardé les cartons, tu vois. T'aimerais pas forcément non plus qu'elle les jette, peut-être. Mais non, mais tu sais que c'est sentimental et tout, Ouais, je t'aimes bien ce comprends. genre de truc. T'aimes bien, moi je sais que j'ai un vieux maillot de l'Australie, si j'apprends qu'il est jeté, clairement il y a une petite scission avec ma mère, quoi. Je comprends. Non, je comprends. Donc voilà, bon, on va démarrer tout de suite avec l'autre info. Ah oui, pardon, non, j'ai pas fini sur les cadeaux. Parce qu'il y a une écharpe à faire gagner là, dans l'émission. Oui. Il y a une écharpe à faire gagner sur le Discord de la Fédération Française de Rugby. Donc vous tapez la commande Discord et sur le Discord, il y a un petit concours pour jouer et pour gagner l'écharpe.
Et il y a également le canal Instagram. C'est tout nouveau, c'est tout chaud, c'est tout beau. Si vous ne suivez pas l'Instagram de la Fédération française de rugby, eh bien suivez-la. Toutes les informations sont là. Et dans le canal Instagram, on a la chance d'y être. On a mis une petite photo juste avant. Voilà, on dit des fois quelques petites conneries, voilà. Deux, trois choses. Des petits plaisirs. Histoire de. Donc c'est sympa. Et dans le canal Instagram, vous avez un post à liker. Et je crois qu'il faut mettre un cadeau. Mettez un cadeau dessus et il y aura un tirage au sort sur tous les mecs qui ont mis des cadeaux. Donc voilà les copains, c'est les petites informations que je m'étais notées, que j'allais oublier parce que j'avais envie d'avancer sur le rugby. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même Tu important. veux mon surligneur pêche pour dire que c'est fait? Merci, ça c'est fait, c'est bon. Les cadeaux, c'est fait. L'information, le sommaire, c'est fait. Présentation des animateurs et du plateau, C'est fait. c'est fait. Donc ça c'est fait. On est bien évidemment en direct de la Beaujoire. Les portes sont en train de s'ouvrir. Le public va rentrer petit à petit. C'est vraiment une chance d'être au cœur de l'événement. Ça fait vraiment plaisir de faire ça et de faire ça sur Twitch, d'offrir ce petit plus, ce petit bonus aux viewers de Twitch. Donc c'est vraiment cool. Le match sera retransmis. Oui, le match sera retransmis, pas sur cette chaîne Twitch, mais sur TF1. Tout à fait. À quelle heure? 21h05. 20h50. Prise d'antenne 20h50 pour TF1. Ouais. Le temps de revenir un petit peu sur les compositions, voir les joueurs qui rentrent sur le terrain. 20h50, c'est bien. Ouais. Et surtout qu'on joue une équipe du Pacifique. Ouais. Et comme à l'accoutumée, les équipes du Pacifique, vous savez que pour les All Blacks, il y a un AK. Eh bien, pour les Fidjiens, il y aura un Sibi. Le Sibi fidjien, donc bien évidemment le cri de guerre. Qui précède le match, voilà, et qui est juste après les hymnes, et qui est un moment toujours fort en émotion. Ouais. Donc voilà, donc soyez au rendez-vous sur TF1, bien évidemment en clair le plaisir de TF1. Bon. Alors attends, petite question sur la météo. Est-ce qu'il fait chaud? Alors très clairement la semaine dernière à Saint-Étienne c'était lourd. Bon, en même temps on était un peu au chaudron, donc. Ouais, ça s'entend. Voilà, super. Non, mais c'est vrai. Franchement, c'est pas pour rien que ça s'appelle le chaudron. C'est comme les tribunes sont très droites, et bien ça conserve vraiment la chaleur. Ouais. Et on peut vous dire que la semaine dernière, il faisait très lourd. À la même heure, il faisait vraiment très lourd. On était en plein soleil. Moi, j'étais en nage, j'étais en mode bon. C'est ça, on gérait, mais en effet, il faisait quand même très lourd. Alors que là, pas du tout. Déjà, je pense que vous le voyez un petit peu derrière nous. Le terrain est totalement à l'ombre, donc ça change aussi pas mal de choses quand on est sur le terrain. Non, il fait frais. C'est très agréable. On a un petit vent. Pas un vent de quoi gêner le cours du match, hein, bien entendu, parce que c'est toujours une information qu'il faut prendre en compte. Pas du tout. C'est, je dirais même, une petite brise. Ouais, c'est qui ça. fait du bien. C'est la petite brise qui fait du bien. Non, mais c'est important parce que, bon, on va revenir dessus, mais on a vu nos Français un peu en difficulté, un peu fatigués. Ouais. On a vu également les Écossais fatigués. On se rappelle qu'à la mi-temps, tous les Écossais ont changé de maillot quasiment. Donc voilà, ça veut dire qu'ils étaient bien détrempés. Et rien à voir en termes de conditions climatiques. Voilà, toujours le petit point météo. Mais tu sais qu'au rugby, c'est toujours hyper intéressant, le petit point météo. Ah bah oui, moi ça fait partie des... Enfin, en bord terrain, justement les journalistes bord terrain, ça fait partie des informations qu'on donne. Et au-delà de paraître l'instant météo vraiment un peu moqué parfois, ça a une vraie incidence réellement, que ce soit le vent, parce que selon le TOS, soit on va décider d'engager, soit on va décider de choisir le terrain. Ça a une importance avec le vent. La pluie, forcément, va faire jouer les équipes différemment, c'est ça. Ouais, donc il y a un vrai impact. Réduis un peu la voilure à ce moment-là. C'est ça. Avec nos stades encore ouverts, c'est sûr qu'il y a un impact. Mais là, clairement, écoutez, conditions de jeu parfaites. Ouais, mais avant de parler de France-Fidji, on va d'abord revenir un petit peu dans le passé. Salut les copains, salut tout le monde. Voilà, il y a du monde dans le public. Ah d'ailleurs, attendez, il faut que je parle. Bon, on est en direct, mais vous pouvez passer, hein, c'est pas grave. C'est vrai. Vous travaillez, coucou. Monsieur. Let's go. Voilà, on n'est pas respecté, vraiment, rien à foutre. Je en place une, parce qu'il s'occupait de la bâche. Il y a une bâche qui est déployée avant le terrain. Je me suis fait alpaguer par des jeunes, ma foi, fort sympathiques. Des joueurs, les juniors et les cadets du Stade Nantais qui jouent en national. Voilà. On les embrasse, on leur fait un gros bisou. Et franchement, ça a l'air d'être une belle bande. Et c'est ça qu'on aime dans le rugby. Et puis, il faut quand même dire, parce que là, vous allez le voir à l'antenne, le grand tifo, on va dire, uni pour un rêve, qui fait, on est d'accord, quasiment toute la longueur du terrain, entre les poteaux. Sincèrement, quand on voit les courses et le sprint, parce que c'est millimétré et timé, fatigué, on vous a dit. Chapeau, hein, parce que nous, on les a regardés, quoi, c'est tout. Et ils étaient en entraînement en plein soleil. Oh là là, les pauvres. Et franchement, beaucoup d'amour pour les gens qui s'occupent de faire ça. Et je trouve ça hyper cool parce que pour le coup, il y a vraiment donc la Fédé qui fait appel
aux jeunes aussi du club, et Ouais. à certains bénévoles pour s'occuper de ce genre de choses. Donc quand vous voyez la bâche se déployer et se barrer très très vite, et ben sachez que c'est des bénévoles qui se sont entraînés pendant 1 heure cet après-midi Ouais. en plein soleil. Donc beaucoup d'amour pour eux quand vous serez en train de siroter une petite flèche devant le match en disant ouais, ils sont bons ces mecs-là. Là. Ouais, très clairement. Et on va avoir le L'arrivée des premier joueurs. live qui nous fait plaisir, c'est ça, vous le voyez. L'arrivée des joueurs, Karim Ghezal, l'un des coachs de cette équipe, suivi de Florian Verhaeghe, ici Antoine Astoy. Bref, ça y est, les Bleus viennent d'arriver. Si je ne me trompe pas et que je lis bien, on est à 1h48 du coup d'envoi de ce match. On peut dire que pour eux, ça commence maintenant. Il est quoi? Il est 19h16. Normalement sur le running order, donc on va dire nous sur notre... Le running order, ouais. excuse-nous, Désolé, j'ai envie de me sorry. taper. En gros, sur le déroulé, on va dire, de la journée, normalement les Fidjiens sont prévus pour arriver à 19h40 dans ces eaux-là. Donc on vous tiendra aussi informés. Et voilà, là vous les voyez, les Bleus devant le stade de la Beaujoire. Alors il y a des questions dans le chat. Alors bon, je connais le pseudo Feu Godzilla qui me demande peut-on se procurer le t-shirt porté par le mannequin à la boutique de la FFR. Bien évidemment, je suis utilisé totalement comme un mannequin. Ils avaient que ça sous le bras. Mais en effet, cette casquette, ce t-shirt, voilà, c'est les nouvelles collections. Donc oui, je pense que vous pouvez tout trouver sur la boutique de la Fédé. Vous tapez la commande boutique, je pense que ça doit exister. Et on a aussi demandé, Inès, forcément, tu as quand même un nom de famille qui fait penser à un joueur de rugby. Franchement, on n'a pas eu de questions lors du dernier live. Non, c'est vrai, Mais moi, je te l'ai posé en off. Est-ce Et qu'il y a t'es un pas le lien seul. avec le joueur du Stade français? du tout. On Aucun n'a pas de lien. Bon voilà, pas de lien, comme ça au moins vous le savez. À part si ce n'est l'amour peut-être du rugby. Oh, bien entendu. Voilà, bien Mais évidemment. elle est bien celle-là. Bien évidemment. Bon, on vient donc sur le match France-Écosse. Les enseignements à tirer de ce match France-Écosse, victoire de l'équipe de France 30-27, si je ne m'abuse, à 30-27. Ouais. Un match compliqué, mais on le savait, c'est une très belle équipe d'Écosse. À un moment donné, je pense qu'il faut vraiment être très médisant envers cette équipe d'Écosse pour se dire que ça allait être facile, même avec nos titulaires en puissance. On sait très bien que cette équipe d'Écosse est très forte, donc elle nous a donné du fil à retordre, même si, moi, quand je revois le match et quand je l'analyse, pendant 60 minutes, à part un coup de pied un peu magique de Russell qui les amène sur le premier essai, honnêtement, on a vraiment géré 60 minutes défensivement et offensivement, où on leur met un bouillon, et il y a même un moment où on se dit, quand il y a 27-7, alors peut-être qu'on va les ouvrir en deux. La suite, c'est qu'on a un peu baissé physiquement. Moi, c'est mon opinion. Je ne sais pas ce que vous pensez dans le chat. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je serais peut-être plus mesurée, on va dire, sur les 20 premières minutes où on a eu le ballon clairement. On est rentré, je ne sais pas combien de fois dans les 22 mètres adverses. On est revenu mêlée sur mêlée. On a senti qu'on leur tapait un petit peu aussi sur le casque, sur ces mêlées qu'on gagnait. Pourtant, derrière, on concrétisait pas, donc à la fois il y avait ce côté-là où nous on a quand même mis, je trouve, l'équipe de France a mis 20 minutes un petit peu à rentrer réellement dans son match, à réussir à poser son jeu, mais on s'y attendait aussi. Match de préparation. Match de préparation, il y avait certains joueurs comme Grégory Aldrit qui avaient tout juste pas joué pendant 2 mois de match, que ce soit Alors club et niveau que lui, il a international. l'habitude de jouer tous les 4 jours, donc forcément. Exactement. Ça faisait depuis mars que la globalité vraiment de ce 15-là n'avait pas joué ensemble. Donc ça, c'est quelque chose à quoi on pouvait s'attendre. Il faut aussi dire que malgré tout, les Écossais, ils ont bien tenu sur ces 20 premières minutes. Donc, mais en effet, dresser un tableau totalement négatif des Bleus, non, c'est pas vrai, parce qu'on l'a vu de toute façon au retour de vestiaire. Où vraiment, moi, je me suis dit, quand on enchaîne ces 2 essais-là, tu te dis... ça y est, en fait, l'équipe de France qu'on a laissée sur le dernier match face au Pays de Galles au tournoi Destination, ça y est, elle est revenue, quoi. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il y a eu une équipe de France qui a voulu jouer. Moi, je pense que le coup de mou de la 60e est la conséquence d'une équipe de France qui est en rodage et qui donc prépare cette Coupe du Monde et qui donc a voulu envoyer beaucoup de jeux. Et moi, je trouve que le choix, d'ailleurs, Antoine Dupont l'a déclaré, il dit voilà, on s'épuise un peu en faisant le choix de la touche plusieurs fois, ce que tu disais, prendre des mêlées, prendre des touches et pas prendre les points parce que c'est un match de préparation. Donc, tout ne va pas, tout ne fonctionne pas. Les appels, des fois, n'arrivent pas dans le bon tempo. Les passes sont peut-être pas tout le temps bien dans les mains ou bien arrivées. En touche, je trouve qu'on a été assez impérial. En mêlée aussi, très rassuré aussi là-dessus. Donc, je trouve que cette équipe de France a eu vraiment la volonté, l'essai magnifique d'Olivon qui arrive sur une relance, une volonté vraiment de relancer, de jouer, cette volonté de jeu. Et je pense, ce qui a engendré notre coup de mou,
mais c'est aussi ce que les supporters voulaient voir et c'est aussi ce qui a permis de dynamiser Bien et sûr. ce qui permet aux joueurs, je pense, d'acquérir cette capacité physique pour ensuite, là ils sont 60 minutes dans les jambes, ce soir peut-être 80. Oui, et puis c'est ça, de toute façon, il le répète, tant et plus, c'est des matchs de préparation et il faut vraiment voir. Ça veut tout dire, quoi. Préparation, c'est là pour préparer. Comme tu dis, l'idée, c'est d'arriver à mettre au fur et à mesure son plan de jeu en place, d'arriver à faire les combinaisons qui travaillent à l'entraînement en opposition, mais c'est pas des oppositions non plus réelles. Enfin, l'idée, c'est pas qu'ils se pètent entre eux. Donc non, moi, je trouve qu'en effet, c'est assez prometteur, et puis comme je dis, les supporters aussi étaient venus voir ça, mais malgré tout ça prouve que voilà, dans l'étape de préparation qu'ils ont sur ces 2 mois, l'idée c'est ça, c'est jouer au fur et à mesure, et on l'a bien vu à la fin quand ils décident justement de prendre les 3 points. Tu te rends compte aussi que la lucidité, quand tu es fatigué, quand des fois tu as le capot ouvert ou autre, malgré tout la lucidité ils l'ont encore, parce que l'idée c'est quand même de gagner. Ils le disent, c'est un match de prépa mais pas un match amical. L'objectif c'est d'être l'équipe victorieuse. Donc c'est assez rassurant aussi à tous ces points de vue, quoi. Ouais, comme un symbole, sur une mêlée, tu récupères une pénalité, tu as été dominant là-dessus, on sait que c'est un des points forts de l'équipe de France. Ça l'a été pendant, historiquement. Ouais. On l'avait un peu perdu, c'est revenu. Bon, on a quand même la bûche qui est au boulot. La bûche, c'est le petit surnom de William Servat, qui est coach de la mêlée, coach des avants. Et bon, il sait de quoi il parle, l'ami. D'ailleurs, c'est une crème dans la vie. C'est vrai, il est impressionnant comme ça et tout. C'est un amour dans la vie. Et moi, j'ai eu la chance de lui parler un petit peu, genre vraiment trop gentil, trop. J'ai été choqué par une gentillesse. Pas que je m'attendais à quelqu'un qui me mette une patate, hein, mais vraiment, j'ai été choqué par à quel point c'est un petit nounours, quoi. Tu vois, c'est bon, peut-être pas lui dire petit nounours, peut-être se détendre. Et puis il est ultra intéressant aussi. Enfin, je sais que moi, pour un sujet à l'époque, il y a 2 ans, j'étais partie le voir, justement, on parlait de la mêlée. Très clairement, hein, en toute objectivité. Moi, j'ai pas joué en étant dans la mêlée, donc il y a des notions que j'ai pas. Ouais, oui. T'étais pas talonneur? Non, on me le dit parfois, mais non. C'est la hargne, le côté un peu hargneux que t'as. Oui, c'est ça. Voilà, mais non. Ça doit être le côté basque. Mais je peux me permettre parce que j'allais dire un truc et puis en fait j'aime trop le Pays basque. J'ai envie d'y retourner. Mais c'est vrai qu'il était ultra intéressant parce qu'il expliquait rien que la manière dont un pilier va se lier à son talonneur, selon où il va trouver son appui sur lui. Enfin, j'avais trouvé ça ultra intéressant et vraiment, et il te rendait ça, vraiment assez passionnant et assez facile à comprendre. C'est une bible, hein, de la mêlée, l'ami. Et d'ailleurs, tu avais noté une stat. Alors attends, on va quand même voir dans le chat. On me dit étonnant que les remplaçants qui entrent en jeu n'aient pas eu plus d'impact que lors des précédents matchs. Et bien en fait, moi j'ai la même théorie. Vous me dites le chat ce que vous en pensez. Mais finalement, les mecs qui rentrent en jeu sont aussi sur un match de reprise. Totalement. Donc en fait, la difficulté des Bleus, et il faisait très très chaud, hein, la difficulté qu'ont eu les Bleus peut-être à rentrer dans le match pendant les 10 premières minutes, des titulaires, je veux dire, est la même, sauf que c'est 60 minutes plus tard pour les remplaçants. Donc finalement, ils rentrent dans un match. Donc déjà, être remplaçant au rugby, c'est quand même pas facile, il faut se mettre au diapason des autres. Heureusement, on a plusieurs copains qui peuvent nous aider, puis souvent on rentre aussi en vague, ça nous permet quand même de tenir la dragée haute aux autres. Totalement. Mais je pense qu'ils ont eu ce contre-coup de faut se mettre directement dans un rythme. En plus, dans une période où l'Écosse revenait, l'Écosse a repris un petit peu l'ascendant. On a eu malheureusement la sortie et la blessure de Romain qui a changé aussi. Et de Cyril. On a eu de Danty aussi. Donc on a dû se réorganiser. On a fini quand même avec Boudéan au centre. Forcément, tu finis pas avec ta meilleure configuration pour tenir un match offensivement comme défensivement. Même si c'est prévu par le 15 de France, il l'avait dit, Galtier. C'est ça, c'est prévu. Et quelque part, alors, c'est tellement horrible, comme tu disais, humainement, sportivement, ça te fend le cœur de voir qu'à quelques semaines de cette Coupe du Monde en France, Romain Ntamak se blesse et de manière vraiment pas juste temporaire. 2 semaines, il pourra revenir, se blesse vraiment et sur un long terme. Mais quelque part, tu te dis finalement ces scénarios-là, ils sont prévus, mais tu n'as pas envie de trop les prévoir non plus. Et quelque part, c'est tout bête, mais tu vois, de savoir que Paul Boudéan, il peut malgré tout, dans la configuration, redescendre au poste de centre, et que là, il le fait vraiment, tu vois, sur le moment, que Ramos, on le remet en tant que demi d'ouverture, et que Louis Bielbiarré rentre dans un contexte qui est complètement différent, rentre au poste d'arrière. Malgré tout, encore une fois, tu prépares, quoi. Donc c'est des scénarios qui sont horribles à vivre. On est entièrement d'accord là-dessus. Et tu préférais garder tes joueurs au poste prévu. Mais quelque part, ça te prouve aussi que même là-dedans, en fait, l'équipe de France, elle peut gérer, quoi.
Non, mais c'est ça. Et puis on se rappelle aussi que Fabien Galtier, pendant le tournoi du Six Nations, avait même dit que Kroos travaillait pour jouer remplaçant centre. Donc c'est aussi une solution. Oui, tout à fait. Et du coup, on va parler aussi après un petit peu de la composition du banc et comment ça fonctionne. Du coup, tu l'as évoqué. Pour moi, voilà, on est un peu revenu sur ce match, les enseignements qu'on a eus. Maintenant, le vrai enseignement qu'on a et ce qui change aussi un petit peu, voilà, ce qui a sans doute fait un petit peu mal au groupe France. Je sais que toi, tu as les images, tu es à côté. Alors, je vais te poser la question, comment ça s'est passé? Comment ils ont appris la blessure de Romain Ntamack? Et quelles ont été les réactions finalement du staff, des joueurs? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé que En fait, ils ont appris ça le lundi. Ils jouaient le samedi, ils sont rentrés le dimanche. Romain Ntamack avait une IRM à faire le lundi à Dax. Et c'est à la suite de cet examen-là que la sentence est tombée sur les ligaments croisés rompus. Et les joueurs l'ont appris en réunion par Fabien Galtier, plus qu'ému, vraiment, en larmes. Sur les images donc de Mathieu Dupont, qui est notre JRI en inside, donc qui est la personne derrière la caméra pour ceux qui ne connaissent pas le terme JRI, était plus qu'émouvante, parce qu'à la fois il y a un sélectionneur qui est en larmes d'apprendre à ses joueurs que voilà, il y en a un qui ne continuera pas l'aventure. Et la réaction, j'ai une image de Louis Bielbiarré, où on le sent vraiment abattu, quoi. Donc gros moment d'émotion, ouais, ça c'est sûr, et ils l'ont appris du coup le lundi matin. Après, du coup, après ça bascule aussi. Je sais que ils ont vu l'après-midi, ou dès le matin, Romain Ntamack était en porte-terrain. Il était quand même auprès des joueurs. Il a mis un message gentil. Ouais, tout à fait. Dès le mardi, nous, on avait l'entraînement qui était ouvert aux médias le mardi, l'après-midi, si je me souviens bien. Et Romain était là aux côtés de Cyril Bail. Juste un petit mot pour Cyril, c'est entre 4 et 6 semaines hors des terrains. Voilà, il sort pas du groupe, donc il n'est pas remplacé. Il fait toujours partie de ces 42 joueurs. En revanche, il sera avec la cellule. Il est pris en même par la cellule médicale du 15 de France. Mais pour l'instant, il reste dans l'effectif qui peut potentiellement être dans la liste des 33 et du coup passer sur l'effectif Coupe du Monde. Et Romain, c'est ce qui a été dit, et Cameron Wauquiez, qu'on a eu en interview d'ailleurs le mardi soir, nous expliquait que de suite il a envoyé un texto sur leur groupe commun, WhatsApp des joueurs, en leur disant je suis là, quoi. Je suis là, je vais vous supporter. Et quelque part, c'est là qu'on voit encore et toujours ce côté réellement collectif qu'il a dans son jeu, hein, Romain, sur le terrain, où il est un gestionnaire, mais il fait jouer aussi les autres. En fait, il l'est aussi humainement, et on sent que vraiment, il est là pour le 15 de France. Ouais. Donc voilà, comme on le redit, bien évidemment, on lui fait des gros bisous, on l'embrasse. Maintenant, donc, comme l'a dit Fabien Galtier, il y a plusieurs options au poste de 10. Alors, on va vous montrer tous les profils possibles qui peuvent jouer 10 dans cette équipe de France. Bien évidemment, j'ai l'habitude de faire des émissions de rugby. On est sur la chaîne de la Fédération Française de Rugby. S'il vous plaît, dans le chat, même si je sais que vous êtes très cool, on n'est pas là pour dire machin est meilleur que machin est meilleur que machin. On sait qu'il y a des supporters qui sont soit rochelais, soit bordelais, soit, je sais pas, toulonnais ou d'autres, bien évidemment, où on a tous plus ou moins nos avis. On est 68 millions de sélectionneurs, mais on est là dans la bienveillance. On essaie de voir toutes les options possibles. Ouais. Alors, bon, on m'affiche Antoine Dupont. Alors, c'est pas l'option numéro 1 pour moi, mais je vous montre qu'Antoine Dupont, pour ceux qui ne le savent pas, il a quand même démarré. Vous voyez, il y a on affiche là, juste là, son âge, le nombre de sélections, le nombre de minutes qu'il a joué avec le 15 de France et le nombre de pourcentage de matchs qu'il a démarré en tant que 10 dans toute sa carrière. Donc 3% de matchs joués 10, ça veut dire qu'il connaît, mais c'est quand même pas son poste numéro 1, tu vois. Maintenant. Et puis il n'est pas meilleur joueur du monde pour rien au poste de demi de mêlée non plus. Exactement. Donc il y a Antoine Dupont qui est une réelle solution, pour ceux qui ne le savent pas. Antoine Dupont peut jouer 10, il a joué 10 avec Toulouse. C'est un joueur qui de toute manière est extrêmement talentueux et a vraiment cette solution-là, son jeu au pied, sa vista, son dynamisme. La défense aussi. Défensivement, il est très solide. Ouais. Il a, bon, est-ce qu'on a besoin de justifier toutes les qualités d'Antoine Dupont? Donc clairement, voilà, c'est un réel joueur qui peut prétendre au poste de 10. On a bien sûr ceux qui font partie qui ont été sélectionnés pour le poste d'ouverture. À l'ouverture, il y a Antoine Astoy qui va jouer ce soir. Antoine Astoy, donc le Rochelais,
ancien palois. Qui lui a démarré, lui c'est son poste. 94% des matchs qu'il a joué, il les a démarrés en tant que 10, il peut jouer également arrière. Antoine Astoy, c'est un gestionnaire, un profil également... Un peu plus comme Romain d'ailleurs. Un homme de système, comme l'a dit Labitte, l'entraîneur de l'attaque de l'équipe de France. Un homme de système qui est très utilisé, alors qu'on voit l'arrivée des joueurs fidjiens. Un homme qui peut jouer, qui a toute cette année a joué avec vraiment beaucoup de systèmes Rochelet qui sont vraiment des systèmes millimétrés et des systèmes qu'ils ont un petit peu développés. Mais attention, il ne se cantonne pas à ça. Moi j'ai beaucoup de souvenirs de ce joueur à Pau. Il a le feu dans les jambes aussi, oui, c'est ça. Antoine Astoy. C'est que quand il a décidé de partir sur des petites pointes de vitesse, il est aussi présent sur ce volet-là. Et puis il faut aussi rappeler, donc on l'a dit, il y a un peu plus le profil de Romain Ntamak. En défense aussi, il y a un vrai atout avec ce joueur-là. Puis il faut rappeler, parce que c'est vrai que d'un côté, on va se dire il ne va jouer que sa 4e sélection avec l'équipe de France, c'est-à-dire que c'est peu en connaissance. 5e ce soir, je pense. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est sa 4e là, c'est toi ce qui as soir. les chiffres. Il a 3 sélections de manière effective et ça sera sa 4e ce soir. Il a qu'une seule titularisation. Non, parce que du coup, Saint-Étienne, ils se sont plantés. Non, c'est important de le dire. Les il nuls. me semble. Corentin, le nul. Non, je vais revérifier. Non, on l'embrasse, évidemment. On se chante parce que ça se passe bien dans l'équipe. Oui, très clairement. Mais du coup, tu me. Ouais, c'est ça, c'est la 4e sélection. Il a eu une titularisation. Et c'est ce qu'on pourrait se dire que 4 sélections, quand on voit qu'il y a besoin de jouer quand même dans cette équipe. On rappelle, ça fait plusieurs années, quand même, plusieurs mois qu'il est au sein même des rassemblements équipe de France. Donc, c'est pas un petit nouveau qui débarque là comme ça sans connaître le système de jeu. Et on rappelle aussi, il fait quand même 2 finales cette année, il tient la baraque, que ce soit en Champions Cup ou que ce soit en finale de top 14. Alors certes, le niveau international, c'est différent. Jouer une finale de Champions Cup et jouer face aux Blacks. Après honnêtement, quand tu joues l'enjeu n'est pas le même. Quand tu joues une finale de Champions Cup contre Leinster, c'est comme si tu jouais quasiment l'Irlande. Quand tu joues une finale de top 14 contre Toulouse, c'est quand même un gros ossature équipe de France. Tu es quand même sur des matchs de très haut niveau. Oui. Et c'est quelqu'un qui a pris des risques cette année. C'est quelqu'un qui a décidé d'être le leader de jeu d'une équipe qui était déjà arrivée en finale, qui était déjà championne d'Europe. Donc il a pris énormément de pression et je trouve qu'il a assumé le maillot Rochelet. Et je pense que moi je suis content de le voir parce qu'il a besoin d'expérience. Il a démarré qu'un seul match, c'était contre le Japon. Il a besoin d'expérience et ne faisons pas de plan sur la comète. C'est pas parce qu'on voit Astoy aujourd'hui qu'on ne verra pas un autre joueur contre les All Blacks. Encourageons nos numéros 10, encourageons tous les joueurs de l'équipe de France. C'est clairement le message que je veux faire passer parce que j'anime une petite émission de rugby aussi sur ma chaîne et c'est vrai que il y en a qui sont un peu véhéments de temps en temps, mais c'est de l'amour. Mais après ça reste le maillot bleu, les copains. Et le maillot bleu, on a du talent, Et on parle également de celui qui est techniquement le remplaçant de Romain Ntamak, c'est donc Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert, donc 24 sélections quand même. On se rappelle qu'il avait assuré l'intérim pendant une blessure de Romain Ntamak et plus qu'assuré l'intérim parce qu'on se posait la question qui est le numéro 1, tu vois. On se rappelle qu'il a fait la finale du tournoi Summer Series contre les Anglais. L'Automne Series. C'est là les Summer Series. Ouais, c'est ça, l'Automne Series. C'est un super joueur et qui joue également essentiellement 10 à l'UBB ou en équipe de France, mais qui peut jouer également à l'arrière. Oui, et puis en plus avec cette association d'Antoine Dupont, ils se connaissent aussi. Il n'y a pas que ce moment-là, mais c'est vrai qu'en plus, le tournoi Destination 2022, on peut se dire c'est dommage aussi, le pauvre était blessé, il n'a pas joué non plus ce côté-là. Il y a peut-être, d'ailleurs, ça a été dit dans le chat, et c'est assez vrai, il a peut-être plus ce côté facteur X. Danger permanent. C'est ça, c'est qu'il est capable aussi d'avoir des fulgurances. Peut-être qu'un Antoine Astoy va peut-être moins savoir de manière différente. Il y a peut-être ce petit côté-là que lui a en plus et qui peut aussi gêner. Je te fais rire quand. Ça me fait rire parce que... Non mais vas-y, non mais c'est bien, pardon. Non mais... Bon voilà, moi c'était pour dire ça. Non mais je suis d'accord, c'est un truc qui le caractérise. Inattendu. C'est un danger permanent sur un terrain. Moi je trouve que Astoy a ça aussi en lui, tu vois. En gros, moi c'est juste pour dire que dans les qualités de Jalibert, il a cette expérience du 15 de France. Totalement. Et clairement c'est un joueur. En tout cas, Fabien Galtier, dans sa conférence de presse, il a dit Mathieu et Antoine, c'est leur destin, c'est à eux de prendre le maillot, c'est à eux d'emmener l'équipe. Donc moi je trouve que il a lâché un message. Alors bien évidemment, il y a un autre joueur auquel beaucoup pensent,
qui joue à l'arrière du 15 de France, c'est aussi Thomas Ramos Ouais. qui a basculé en tant que 10. Totalement. C'est une des solutions, une des stratégies de cette équipe de France. Il démarre à l'arrière, mais en cas de pépin ou en cas de turnover, boum, il peut passer 10 parce que, on rappelle, Thomas Ramos, donc joueur du Stade Toulousain, qui est l'arrière de ce 15 de France, qui est devenu l'arrière de ce 15 de France titulaire. Donc c'est 28 sélections, 17% de matchs joués, c'est quand même un match sur 5 où il démarre 10. Donc c'est quand même quelqu'un qui sait jouer 10. Et on se rappelle, il a quand même gagné 2 Brennus en jouant 10. C'est ça. Il faut le dire en plus. C'est-à-dire que quand Romain Ntamak n'est pas sur la feuille de match en tant que numéro 10 au Stade Toulousain, c'est quasiment tout le temps que Thomas Ramos prend ce rôle-là à l'ouverture. Et en effet, avec 2019-2021, Toulouse gagne le Brennus et Thomas Ramos il est titulaire au poste de numéro 10. D'après ce qu'il a dit, lui, il aime jouer à ce poste-là. En revanche, il explique que là, actuellement, dans sa tête, il est arrière. S'il faut dépanner, il dépannera, bien entendu. Et ça fait partie aussi de ce que disait Fabien Galtier, que voilà, les 2 numéros 10 qui sont vraiment, on va dire, identifiés comme tels, c'est Antoine Astoy et Mathieu Jalibert. Thomas Ramos, en effet, ça sera peut-être plus de l'ordre. C'est une solution de match. Exactement. Et en plus, en tout cas, c'est ce qu'il semble dire. C'est ça. Et peut-être aussi que ça sera une solution de match selon ce qui se passe sur le banc. Si on est sur du 6-2, 6 avant, 2 arrière, on va l'expliquer un peu plus après, et qu'on fait le choix dans les arrières de ne pas mettre un numéro 10, entre guillemets, de formation. Quoi. Exact. Mais alors, comment tu peux expliquer qu'on a vu à l'entraînement, surtout toi qui te balade un petit peu, on a vu quand même une équipe qui travaillait pour ce match avec un Lucu Astoy, et en face on a vu un Dupont-Ramos. Ouais. Donc c'est quand même peut-être pas si écarté que ça. Mais bien entendu, et puis il faut quand même... Ou c'est du travail tout simplement en cas de changement pendant le match. Je pense qu'il y a de tout, et puis après ça c'est nos interprétations on va dire. Mais on l'a rappelé, Ramos-Dupont c'est le Stade Toulousain, donc ça veut dire qu'en plus de ça, on a 2 joueurs qui se connaissent réellement et parce que le même club, et qu'il y a peut-être même quelque chose qui est au-delà de ce qui se dit, de ce qui se voit, c'est quelque chose qui se ressemble. Ces 2 joueurs savent jouer l'un avec l'autre, donc moi c'est quelque chose, je trouve que c'est normal de les voir s'entraîner ensemble parce que de toute façon le staff a toujours entre guillemets un coup d'avance. Tout est planifié, tout est calculé, donc c'est normal qu'ils se mettent dès à présent à faire jouer cette paire-là. Même si on pousse un petit peu sur un petit biais tactique, stratégique, l'équipe de France joue quasiment avec 2-10, avec de toute manière le numéro 10 et le numéro 15 qui se proposent en deuxième main après plusieurs temps de jeu. Donc voilà, c'est dans le système, c'est dans l'ADN de cette équipe de France, donc c'est pas illogique de le voir, que ce soit avec la chasuble 10 ou la chasuble 15. De toute manière, Thomas Ramos se présentera après un regroupement pour animer l'attaque. C'est des choses qui arrivent en match de manière assez récurrente. Il y en a un dernier qu'on a noté quand même dans le groupe des 42 qui peut jouer 10. Non, il y en a 2 derniers si je dis pas de bêtises, on va les faire rapidement. Il y a Lucu et Serein. Donc Lucu et Serein, les deux aussi ont la possibilité de jouer 10. On sait qu'ils ont déjà joué 10. Maintenant, je pense que c'est quand même des options 4, 5. Mais pour dire la possibilité malgré tout. Le niveau de cette équipe de France, quoi. Voilà, donc on était quand même obligé de citer tout le monde en joueurs de ce groupe des 42 qui peuvent jouer. Le banc, tu l'as évoqué. 5-2. 5-2 non déjà. 5-2 non. 5-2 c'est chiant. 5-3. Ou alors c'est que vraiment il y a un problème quoi. 5-2 c'est vraiment... On n'a pas envie quoi. Bon écoutez, on a décidé de tenter un coup. On met pas tous les remplaçants. Non mais donc il y a 23 joueurs sur une composition de rugby, sur une feuille de match sur rugby. Et sur 23 si vous enlevez 15, voilà, ça fait 8. Bien joué. Hey, un matheux. Bac S. Et voilà. Pour faire une simple soustraction, let's go. Et du coup, sur les 8 remplaçants, il y a plusieurs stratégies opérées en fonction aussi de votre style de jeu, de ce que vous voulez mettre en place. Et souvent, on découpe le nombre d'avant. Pardon ? Rappelons qu'il y a 0 obligation. Il me semble qu'il y a quand même l'obligation de mettre des piliers remplaçants. Pilier droit remplaçant, pilier gauche remplaçant, talonneur remplaçant, c'est la seule obligation. Mais après, le reste, tu fais ce que tu veux. C'est ça. Et donc, du coup, tu pourrais presque mettre cette première ligne remplaçante et après faire 5-3 quarts si tu veux. C'est complètement con mais tu peux le faire. Il me semble avoir vu ça sur un match de rugby joué par les équipes féminines sur la Coupe du Monde, il me semble. J'ai rien dit alors. Non mais
C'est quand même bizarre. C'est un style de jeu différent. Ou alors tu as des joueuses très polyvalentes. Bah en fait, au rugby, voilà, pour ceux qui n'y ont pas joué et qui découvrent un peu le rugby ou qui sont des amateurs de rugby, voilà, un petit peu de loin, ou même ceux qui ont joué, hein, comme moi j'ai pas mis la gueule devant, mais bon, je sais que le travail de l'avant, il est souvent, c'est du travail de combat, donc c'est du travail fatigant, épuisant. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir changer un second de ligne. Il faut savoir que c'est quand les mecs qui portent 130 kg et qui font 2 mètres, qu'on leur demande de plus en plus de porter le ballon, d'être au combat, d'être au soutien. S'ils n'y sont pas, on les engueule, de se relever le plus vite possible. D'être mobile, ballon en main. C'est de plus en plus épuisant. Alors certes, il se développe de mieux en mieux, mais voilà. Un troisième ligne, pareil, même si un troisième ligne, c'est normalement un poste un peu hybride. Donc c'est pour ça qu'on a plus ou moins d'avant. Et l'équipe de France décide de faire souvent un banc avec donc 3 premières lignes. On rajoute un seconde ligne et on rajoute un troisième ligne. Donc là, on a déjà 5 joueurs qui sont pris. Mais franchement, on est bien, Nico. Mais pardon, si on me parle dans l'oreillette, vous inquiétez pas, on est bien dans le timing. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que l'équipe de France et Fabien Galtier prend le parti pris. Souvent, il a déjà fait des 5-3. Majoritairement. Mais de faire des 6-2, donc de mettre 6 avant. Sauf que son 6e avant, c'est ce qu'on appelle un utility player, un joueur hybride. Et c'est Sékou Makalou souvent. Ouais, Sékou Makalou qui peut jouer en tant que 3 quarts à l'aile. On se rappelle son match contre l'Afrique du Sud. Ouais, et c'est vrai que... Et moi je me dis du coup ça pose question sur la liste des 33 en plus. Est-ce que ces profils hybrides, est-ce qu'ils ne sont pas aussi favorisés entre guillemets sur des compétitions comme la Coupe du Monde où on sait que c'est des compétitions qui sont très longues, on vient de le voir, l'équipe de France en a été victime avec des blessures. Est-ce que justement on ne s'assure pas justement des joueurs qui peut-être potentiellement sur des compétitions qui sont plus réduites, sur le tournoi destination par exemple, où on va prendre vraiment peut-être des joueurs qui sont beaucoup plus des joueurs de formation à leur poste, où ils peuvent jouer à leur poste essentiellement. Et est-ce que justement avec cette formule-là, justement ce 6-2 pour des compétitions longues, est-ce qu'un profil comme Sékou Makalou qui peut jouer à la fois 3e ligne et à la fois en tant que 3 quarts et dépanner sur un match, pouvoir justement aller sur ces 3 quarts-là, est-ce que c'est pas favorisé en Coupe du Monde, quoi? C'est surtout ce qu'on voit de plus en plus, j'ai l'impression, dans l'évolution du rugby, où on demande à un seconde ligne de jouer comme un 3e ligne, on demande à un 3e ligne de jouer vraiment comme un centre, voire comme un 10. Donc en fait, il y a l'évolution du rugby, c'est pour ça que typiquement on a des profils à la Woki, à la Flamande qui sont 2e, 3e, et donc on a beaucoup de variétés. Et donc oui, sur une Coupe du Monde, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de polyvalence. Et c'est vrai qu'après, quand tu te dis que sur le terrain, tu peux combler avec un avant les postes de 3 quarts, à ce moment-là, tu peux quand même mettre beaucoup d'avant pour pouvoir un petit peu rafraîchir, redonner un souffle à cette équipe. Parmi les avants, si on peut avancer, sinon Nico il me gronde. Parmi les avants, on en a un qui, avec la malheureuse blessure de Baye, qui est propulsé, alors au poste de numéro 1 on ne sait pas, mais en tout cas qui fait des feuilles de match. C'est Reda Wardi. Oui, tout à fait. Reda Wardi, nous, on s'est dit, on l'aime bien, mais on ne l'entend pas souvent. Et en général, on entend très peu les premières lignes. Alors, je ne vais pas faire de blague, hein. Mais des fois, peut-être qu'on ne les entend pas aussi parce que bon, voilà, c'est les avants, quoi, tu vois. C'est pas vrai. Non, il y a un discours qui est hyper intéressant. Non, et du coup, on lui a posé quelques questions, Reda Wardi, et vous allez pouvoir, l'entendre, l'écouter, tout simplement. Et il était fatigué, c'était après l'entraînement. Franchement, du plaisir, franchement, énormément. Après, c'était dur forcément, mais on est obligé de passer par là, donc voilà. De La Rochelle, on est 9, donc c'est cool. Après, un mec avec qui je suis plus proche, il y en a pas mal quand même, donc je ne vais pas citer une personne en particulier, mais voilà, il y a un bon groupe et on s'entend tous bien, donc c'est cool. J'ai commencé à Montpellier, donc c'était la Coupe du Monde en plus. C'était juste après ça, c'était en 2007, donc j'ai commencé à ce moment-là. Et ça a commencé par une initiation au collège, donc voilà. T'avais quel âge? J'avais 12 ans à peu près. J'aimais bien ma nono, mais bon, je jouais pas à mon poste. Mais voilà, c'est un des noms dont je me souviens, donc voilà. Mais c'était pas pile à ce moment-là. Après, il a beaucoup évolué, je trouve. Donc c'est quand même surtout du combat énormément. La mêlée, ça passe par là. Et après, bien sûr, jeu de ballon, la mobilité.
Voilà, c'est ce qui est important. Moi, j'essaie surtout d'être bon en mêlée en premier et après le reste ça viendra. La différence, déjà, la principale, elle est en mêlée. Le pilier gauche, il a la tête extérieure, alors que le pilier droit, il est vraiment dans l'axe de la mêlée. Et après, généralement, un pilier droit est quand même un peu plus costaud et plus lourd qu'un pilier gauche, alors qu'un pilier gauche, lui, va être un peu plus mobile dans le jeu. Franchement, on aura besoin de vous demain. Et voilà, donc on est super content que vous soyez là et que vous soyez derrière nous. Merci. Merci Reda. Merci à toi. Et voilà, en direct de la Beaujoire à Nantes, sur la chaîne de la Fédération Française de Rugby pour vous faire vivre et vous faire monter un petit peu la pression. Voilà, avant ce match France-Fidji. Moi, ce qui a fait partie des matchs que j'avais cochés, ça fait partie des matchs qui m'excitent le plus parce que les Fidji, on les connaît. Enfin, on en connaît beaucoup jouent dans notre championnat régional, jouent en top 14, national, pas régional, qu'est-ce que je raconte ça c'est parce que je parle de mon niveau, c'est pour ça. Et donc c'est toujours un match que j'attends et on n'avait pas pu le jouer à cause du Covid le dernier. Et donc là, celui-là va être intéressant. Et donc Reda Wardi titulaire à gauche du coup de cette mêlée. Oui, puis on avait envie un petit peu de vous retracer un petit peu son parcours. Peut-être que certains ne le connaissent pas vraiment. Reda, il est issu de ce parcours les GIF, issu de la formation française. Il a commencé au MHR à Montpellier. Il a décidé, son projet, c'était vraiment de pouvoir se tester au meilleur niveau auquel il pouvait prétendre à ce moment-là, c'est-à-dire la Pro D2. Il est parti jouer à Béziers, ce qui lui a plutôt réussi. Ensuite, il est parti tout simplement à La Rochelle. Une petite info, à La Rochelle, il a joué 92 matchs depuis son arrivée. Eh bien, c'est 92 matchs, 60 titularisations. Et une petite info, il adore énormément la préparation physique, donc tout ce qui est musculation vraiment et la partie sculpter son corps pour le rugby. Il explique que c'est pas, il voue pas un culte à son corps, hein. En revanche, il sait que c'est hyper important à ce poste. Il a raté le coche des calendriers, il est dégoûté. Je te vois venir, c'est pour ça. Est-ce que vous aussi dans le chat vous aimez sculpter votre corps? Est-ce que dans le chat il y a des piliers ou des... C'est aussi un peu d'un délire de trois quarts ça. Les copains qui aiment sculpter son corps dans le chat, voilà, c'est important. Parce que lui, il explique en tout cas qu'il a bien compris que à son début de carrière, il partait peut-être un peu sur. Il faut de la masse musculaire avec pour jouer à ce niveau-là. Un peu en arrière. Et ben, il s'est dit justement, il faut compenser aussi par le physique. Et apparemment, c'est un féru de travail, que ce soit sur du rugby, il reste longtemps à l'entraînement. Ses coéquipiers le disent, et puis surtout en salle de musculation, parce qu'être pilier, il faut avoir un corps quand même qui suit. Alors ça me fait rire parce que dans le chat, j'aime sculpter mon corps, j'aime sculpter ma brioche, non, moi je suis pilier mais c'est non, moi je sculpte les glaçons, bon voilà, et on est sur une ambiance un petit peu clubhouse dans le chat que j'aime beaucoup. Et puis nous on accepte tout le monde. Après, est-ce que vous avez ce dingue de muscu? Moi vraiment, je pense très bien à un gars, moi dans mon club, il y a le dingue de muscu. Oui. Vraiment le gars qui arrive avec des bras plus gros que sa tête. T'es en mode bon, à quoi ça te sert d'avoir honnêtement 2 semi-remorques là? Tu peux plus plier les bras, c'est chiant quoi. Mais je sais pas, est-ce que vous avez ce gars-là? Est-ce que vous avez ce gars-là, les gars dans le chat, les copains dans le chat, que ce soit homme comme femme, hein, peut-être que t'es aussi en mode, il y a des dingues de muscu dans tous les sens et t'es en mode bon mec, c'est peut-être un petit peu trop là quand même, non? Je sais que dans l'équipe de France féminine de rugby, celle qui adore le crossfit, mais c'est-à-dire qu'elle aime vraiment ça, c'est Romane Ménager. J'allais te dire, je te jure, j'allais te le dire. Mais ça se voit, elle est gaulée de ouf, elle est stock, elle est tonique, tu sens qu'elle est... Ah oui, ça c'est sûr, elle est tonique. Moi l'année dernière, quand je suis partie avec elle courir la Coupe du Monde justement en Nouvelle-Zélande, donc j'avais la chance de porter une caméra de 10 kg à peu près, je raconte ma vie, hein, mais parce que c'est intéressant. C'est pour vous dire à quel point, vous avez bien vu les bras que j'ai, c'est des chips, et je me suis pris une petite tape dans l'épaule de Romane Ménager qui m'a dit peut-être qu'à la fin de la Coupe du Monde tu vas devenir gaillarde. Et ben mon épaule s'en est souvenue. Et depuis voilà 8 jours d'ITT. Mais elle est impressionnante, vraiment à la muscu elle est impressionnante, c'est une belle athlète. Bah après, tu sais que dans le chat ils sont pas surpris hein. Ils sont pas surpris, ils ont dit hein. Après il y en a ils disent je suis sculpté au saucisson, chacun ses stratégies hein. Chacun ses stratégies, on sait pas, peut-être que ça fonctionne. C'est assez incroyable. On a parlé des piliers.
il y a un pilier remplaçant qui va faire sa première. Oui, on va en parler. Faut parler de lui quand même. Oui, Thomas Laclaya, que vous avez découvert peut-être l'année dernière, c'était en Pro D2. Ah bah il fait du bruit en Pro D2 l'ami. Avec Oyonnax à la mi-saison, il était tout simplement le meilleur marqueur d'essai de Pro D2. Il termine, si je ne dis pas de bêtises, avec 12 essais à la fin, 24 matchs qu'il a joué avec Oyonnax. Si on retrace un petit peu son parcours, et là il a signé avec le Racing 92. Ouais. On va dire son parcours un peu international. En 2022, il est appelé avec les Barbarians britanniques pour jouer contre l'Angleterre. Alors il ne joue pas, mais il a quand même été appelé pour cette sélection-là. Et puis en équipe de France, il est convoqué lors de la tournée au Japon en 2022. Première fois qu'il était appelé. Il est revenu sur d'autres rassemblements. Donc encore une fois, il découvre pas. Il n'a pas découvert là c'est ce qu'on a mis dans le truc. Tu vois, appelé 4 fois dans le groupe France. Totalement. Et il était là en début de la prépa à Monaco. Il en est sorti parce que Sipili Falatea, pardon, excusez-moi, et bien justement est revenu dans le groupe. Et là, on l'a rappelé parce que Fabien Galtier avait expliqué Demba Bamba était diminué sur une de ses chevilles, si je ne m'abuse, et ils avaient besoin d'avoir un pilier droit en forme réellement à 100%. Ce qui ne veut pas dire en plus que Demba Bamba sort de la liste potentielle des 33. Il a toujours ses chances. Et voilà, donc Thomas Laclaya. Il est aligné d'ailleurs avec le loup. Ouais, c'est ça. Thomas Laclaya, 25 ans. Et voilà, on lui souhaite une belle première sélection. Ouais, c'est une belle première et puis ça fait plaisir. Puis il a du mental parce que il sait d'où il vient, il sait qu'il joue en Pro D2 et c'est assez rare d'avoir j'ai pas la stat, je sais pas s'il y a déjà eu des joueurs sans doute, des joueurs de Pro D2 qui portent le maillot du 15 de France. Mais franchement, ça doit pas arriver tous les 4 matins. Moi, j'en ai pas en mémoire, mais dans le chat peut-être. Jaminet, bah ouais, je suis con. Bah non, bah en fait, oui, Jaminet, en fait, c'est quand même pas très loin. Ouais, j'avoue, Jaminet, c'est pas très loin. Ok, autant pour moi. Mais après, techniquement, Jaminet, est-ce qu'il l'a porté à la fin de la saison où l'USAP était déjà monté? Bamba était en Pro D2 quand il est appelé au tout début. Jaminet. Ben Jaminet, Emeric. Oh, vraiment, les mecs sont. Bah mon loulou, alors. C'est pour ça qu'on vous demande aussi. On peut pas. Vous savez, on est dans des conditions où. On n'a pas toute notre tête parfois, c'est aussi ça. Et donc, il est prétendant à la liste des 33. Ouais. Ce qui me fait faire une transition magnifique. Bah oui, comment ça va se passer cette liste des 33? Alors comment ça va se passer? Ça va se passer en 2 temps, que vous soyez joueur ou comme nous, monsieur et madame tout le monde. Donc pour les joueurs, ça se passe dimanche. On est samedi, les joueurs vont rentrer demain. On est bien samedi, Oui, on est bien samedi. Merci. On est samedi. Non, je suis en train de lire le chat, excuse-moi. Donc on est bien samedi. Demain c'est dimanche, les joueurs retournent à Cabreton, on va dire entre guillemets leur camp de base sur la fin de cette préparation. Et c'est là-bas que Fabien Galtier et son staff vont communiquer la liste des 33 à tous les joueurs qui seront présents à Cabreton, dans leur camping. Donc ça c'est la première phase. Donc, ça se passe dimanche. Ça se passe dimanche pour eux. Tu sais comment, genre il les réunit tous? C'est une réunion, comme les réunions. C'est pas comme on a pu le voir par exemple au foot où ça passe dans les chambres. Non. Enfin, dans les tentes. Alors, bon lolo. Non, des informations que j'ai eues, c'est ça. C'est tout le monde réunion, sera là. Tous ensemble, voilà, en collectif. Moi j'aime bien, c'est l'esprit aussi. C'est l'esprit aussi de ce groupe-là. Et pour vous, monsieur, madame, tout le monde, pour toi, Emeric, et pour moi. Je serai devant ma télé, je te le dis. Tout à fait. C'est lundi, 13h sur TF1, dans le JT de Marie-Sophie Lacaro. Fabien Galtier fait le déplacement à Paris pour annoncer la liste. Mais ce que l'on sait, ce que l'on peut vous dire, c'est que c'est une annonce de liste un peu spéciale qui a été travaillée pour l'occasion. Donc quelque chose qui est assez novateur. Voilà, ça ne sera pas comme d'habitude. Ça ne sera pas comme d'habitude, c'est exactement ça. Bon, bah, cool. Je n'en dis pas plus. Donc ça sera sans doute mi-JT, je pense qu'ils vont faire tenir le truc. Fin de JT. Alors, on dit il va chanter. Oh alors là, ça pourrait être sympa. Imagine, c'est Cabrel qui arrive. Et il nous fait une petite musique là. La liste. Ce qui serait pas impossible, parce que Cabrel est venu. C'est pour ça que je dis ça. En plus, alors il y a Patrick Sébastien aussi qui est venu. S'il y a un medley, je te jure que c'est la plus grande annonce de l'histoire. Je sais que également sur cette chaîne, ce sera également rediffusé, diffusé en même temps sur la chaîne. Et perso, on fera aussi une petite réaction de tout ça sur la mienne après. Mais bref, chacun fait sa promo. Il y a de bonnes questions qui suivent sur les joueurs qui ne seront pas dans les 33. Est-ce qu'ils auront un programme d'entraînement? Ce qui se passe donc dimanche, tous les joueurs, le groupe de 42 est au courant de cette liste. À partir de mercredi, les joueurs qui ne sont pas dans les 33 sont renvoyés en club. Ils sont mis à disposition de leur club.
En revanche, il faut garder à l'idée que le match contre l'Australie, des joueurs peuvent être alignés dans cette composition qui ne sont pas dans la liste des 33. Ah mais c'est une vraie information ça. Oui, j'ai peur de dire une bêtise, mais non, il me semble... T'es sûr? Ah bah, enfin moi je te fais confiance hein. Du coup, tu mets le doute, mais il me semble que oui. Ok, bah, c'est assez fou. Ou ça a peut-être changé. En gros, moi ce que j'avais vu, c'est que les joueurs restaient un peu ensemble. C'est pas genre on annonce la liste et ça s'en va, tu vois, jusqu'au mercredi, ce que tu disais. Mais du coup, mais c'est peut-être en effet débile ce que je viens de dire, parce que en effet, vu qu'ils sont remis. Pour moi, ils sont remis à disposition des clubs. Ok. Bon. Non, mais je pense que là, Ouais. il y a eu un petit virage de fatigue. C'est ça, un petit. Mais merci. En gros, ils c'est sont exactement ça. jusqu'à mercredi, ils sont dans le groupe. C'est ça. Et mercredi, les joueurs qui ne sont pas sélectionnés dans la groupe sont remis à la disposition des clubs, puisque le top 14 joue là, la première journée c'est en ce moment même, et il y a également voilà, la deuxième journée le week-end prochain et la troisième journée le week-end d'après. Ouais. Et ensuite il y a la Coupe du Monde, voilà, une petite compétition pas dégueu organisée en France qui risque d'être pas mal. C'est ça. Et dernière chose, pareil, on demande le nombre de réservistes. Maintenant, vraiment 13. Oui, j'avais 12. Ah bah t'as peut-être 13. Attends, on va... Passe des coups de fil. Demande à Fabien. Non, je veux pas. Moi j'avais 13 en tête. Vunipola rouge. Ah ok. Bon bah c'est voilà, ça se passe bien. Oui, parce qu'en ce moment il y a d'autres matchs internationaux. C'est une grande journée de matchs internationaux. Moi j'ai vu tout à l'heure en préparant l'émission que l'Afrique du Sud était en forme. On embrasse nos amis gallois qui en ont pris 50. Sur ce on 12 ouais. Et bah c'est moi qui ai tort et c'est toi qui as raison et ça me rassure puisque 12 joueurs seront en stand-by et ce qui veut dire 12 réservistes, ils vont être obligés, enfin ils continuent de s'entraîner eux dans leur coin vraiment pour être prêts au cas où blessure. Bien évidemment. Et puis Galtier l'a annoncé, puis on a ceux qui ont vécu des précédentes Coupes du Monde. Ouais. On est un sport de contact, donc c'est vrai que c'est rare que les 33 qui démarrent la compète soient les exacts mêmes 33 qui la finissent. Oui. Voilà. Oui. Surtout si on va loin. Ce qu'on souhaite bien évidemment à notre équipe de France, on y croit dur comme fer. Tous les lundis à 17h sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Rugby, sur France Rugby, vous pouvez retrouver un vlog qui suit cette équipe de France sur la semaine, ça s'appelle Destin mêlé. Et on a toujours dans l'émission un petit extrait cadeau. Avant lundi, on a un petit extrait exclusif. Et là aujourd'hui, je crois que c'est les kinés qui sont mis à l'honneur. Donc voilà, la cellule médicale du 15 de France est mise à l'honneur. C'est Destin mêlé, petit extrait. Et le reste, ce sera lundi à 17h. Remercier les kinés qui s'occupent de vous comme des bêtes, 7 jours sur 7. Le matin à 8h30 ils y sont, le soir à 10h ils y sont. Donc par exemple François qui revient sur le terrain, Paul qui revient sur le terrain. Ouais. Et aussi. Ah non, pas du tout, non mais c'est. Non, mais parce qu'en fait, je me demande s'il y a. Parce que. Je me souviens. Le doc, ben... Et aussi, les nutritionnistes. Si vous êtes en bonne santé, si vous êtes en bonne santé, et franchement, on voit pas, vous voyez peut-être leur travail, mais les nutritionnistes qui se battent avec les chefs partout où on va, les prépas, on donne tout pour que vous reveniez sur le terrain. François, tu peux témoigner. Je tenais à vous remercier devant tous les joueurs parce que des fois ils ne se rendent pas compte de ce que vous donnez pour nous et pour eux. Voilà. Merci pour votre travail et le retour de François. Et voilà, un extrait en exclusivité de Destin mêlé. Merci au kiné, bien évidemment. Merci à toute la cellule médicale du 15 de France parce que y a des beaux bébés. À un moment donné, il faut savoir les masser, ces mecs-là.
Oui, et puis on rappelle que depuis quand même quasiment le début de la prépa, il y a les petits pépins physiques. On a eu François Cross qui très vite, la première semaine à Marcoussis, s'est retrouvé blessé, mis de côté, sorti du groupe qui s'entraînait. Qui a joué au coach du coup? Qui a joué entièrement au coach. On l'a vu plusieurs fois avec son petit calepin, prendre des petites notes, savoir comment ça se passe et aider en touche notamment. Mais c'est vraiment une bonne chose parce que les joueurs sont tous actifs. Ouais, ils sont investis en effet et c'est pas tu es retiré de l'entraînement et en plus de ça tu sors un petit peu aussi de ce groupe-là. Donc, genre repos, Call of Duty. Non. Et c'est ça qui est bien. Baye, ce que tu me disais là avant l'émission, Baye du coup a ce rôle-là aussi. Il est à côté des mecs. C'est ça, on l'a vu cette semaine notamment sur une session analyse vidéo où il se retrouve finalement avec tous les piliers. Et je crois qu'il y avait les talonneurs aussi qui étaient là, à analyser réellement et justement à regarder les différents profils des piliers fidjiens et en disant lui attention parce que si on rentre de telle manière dans la mêlée, c'est fini, genre c'est sa technique, on est mort. Et William Servat expliquait du coup que c'est ça aussi l'impact, c'est que c'est un groupe, c'est au-delà du côté aspect communication aussi qui est de dire c'est un groupe de 42. C'est vraiment, comme tu dis, l'idée c'est de les investir au maximum dans cette préparation-là parce que le travail qu'il fait là, Cyril, ça sera bénéfique pour lui parce qu'on espère qu'il rentrera dans la compétition. Bien sûr. Mais c'est du travail aussi, pendant que les autres sont en train de s'entraîner sur le terrain, lui il commence à pré-mâcher un petit peu le boulot et vraiment c'est ultra important. Et puis même eux, j'imagine qu'en tant que sportif, la blessure, c'est le fait d'être écarté des terrains, c'est ce que tu redoutes le plus. Là au moins on te donne la possibilité de devenir un peu adjoint. Ouais, c'est vraiment pas mal le côté être présent dans le groupe, et je pense que ça soude vraiment le groupe, tout le monde se donne des tuyaux, tout le monde s'entraide, donc c'est vraiment pas mal. On va commencer par faire monter la pression puisque là ça y est, il est 20h, le match c'est dans 1h, 1h05 exactement, le match en direct sur TF1 bien évidemment, pas sur la chaîne Twitch. Sur la chaîne Twitch c'est des avant-matchs, c'est faire vibrer, voir ce stade se remplir, ce très joli stade de la Beaujoire, première fois de ma vie que je vais à Nantes. Alors très sympa, très sympa comme endroit, j'ai pas eu le temps de visiter, je pense que je vais aller voir peut-être un bar ou deux après le match, mais je trouve que la Beaujoire, c'est vraiment un très joli stade et je sais pas comment dire, mais on a l'impression que les tribunes sont je sais pas, familiales, proches, bord terrain et tout, je sais pas, je trouve qu'on a une bonne sensation dans ce stade. Alors bien évidemment, si ça n'avait pas été le cas, j'aurais juste rien dit. Mais là, comme je trouve qu'il y a un bon feeling, j'ai envie de l'exprimer aux gens. Non, voilà. Je suis assez d'accord. Moi, je trouve qu'il a ce charme des stades anciens. Et ouais, j'aime beaucoup l'idée là-bas, en plus d'avoir cette tribune, entre guillemets, où tu peux être debout. J'aime bien. Et on voit que le 15 de France est à l'échauffement, voilà, de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, on voit beaucoup les tribunes. Le 15 de France est à l'échauffement tout au bout. Ouais. Nous, on est plutôt du côté des Fidjiens qui ne sont pas encore sortis, sans doute parce qu'ils ont peur tout simplement de notre 15 de France, bien évidemment. Et c'est pas nous qui avons peur d'eux, pas du tout. Du coup, la composition du 15 de France, on peut l'afficher pour ceux qui ne le savent pas. On aura donc Wardy, Movaka, Antonio. Movaka qui est le seul talonneur qui n'a pas été titulaire. On a eu aussi quand même des bons matchs de Bourgarit. On voit que Bourgarit est en forme. Ouais. Movaka est, normalement de ce qu'on a vu aussi Nation, etc., le numéro 2 de cette équipe de France. Ouais. Et c'est bien. Il y a de l'émulation. Moi, je pense qu'il a quand même une petite piqûre derrière. Il y a Bourgarit qui a envie de se la jouer cette Coupe du Monde. Moi, j'aime bien ça. Oui, puis en plus, sur le côté combien de piliers on prend, combien de talonneurs, en général, on sait qu'il risque de partir quand même avec 3 talons. On fait en sorte, c'est un poste qui est tellement spécifique, tellement particulier qu'on ne fait pas l'économie de 3 talons. Ils sont plus ou moins assurés, tous les 3, que ce soit Julien Marchand, Peato Movaka ou Pierre Bourgarit, de partir, de faire cette Coupe du Monde. C'est une bonne chose aussi. Et puis même, je pense aussi dans le fonctionnement de jeu, ça prouve bien aussi que derrière, la hiérarchie est faite, mais que le travail et autre chose peuvent permettre aussi de bouleverser un peu. Damonarix, il dit Movaka joue sa place pour le rôle de doublure de Marchand. Je vois que dans le chat, c'est quand même... Ils ont aussi été séduits par Bourgarit, qui sera remplaçant dans ce match. Et on attend aussi un bon match de tout le monde. En deuxième ligne, Vérac Villemc, donc un peu la seconde ligne de Montpellier, du MHR. Première titularisation pour les deux dans ces matchs de prépa. Exact, puisque Villemc avait eu des petits soucis physiques. Ouais. On a envie de retrouver le Villemc de 2022, on a envie de retrouver ce Villemc là dominant, ce porteur de balle, un mec qui au déblayage est capable de te mettre 3 mecs sur le cul. Ouais. C'est vraiment ça qu'on veut voir, on veut voir ce Villemc impactant. Moi j'ai envie vraiment de le retrouver
il est dans la pente ascendante. On va voir ce soir parce qu'en face, il y aura du client. Il y aura 2-3 clients, ouais. 2-3 clients du côté des Fidji. Verhaeghe, du coup, c'est, si je dis pas de bêtises, sa première titu. Ouais. Il était rentré contre l'Écosse. Il avait fait une bonne rentrée. Juste, bon voilà, tu rentres 10 minutes. On peut pas non plus avoir beaucoup d'opinions sur son match. Juste c'était un bon sauteur, c'était un bon analyste. Il a il a ce rôle-là d'analyser un peu les défenses en touche, comment fonctionne l'alignement adverse pour essayer de le contrer. C'est quelqu'un qui est assez bon là-dedans, qui est bien évidemment vaillant dans le combat. Donc c'est intéressant parce qu'on parle de Woki, on parle de Flamand. Lui, c'est un spécialiste au poste. Donc je suis assez curieux de le voir ce soir et il va falloir du combat. Bon, on a le retour de Cross. Oui, ça fait plaisir de le revoir. Ça fait plaisir de le voir. Je sais pas si vous entendez, mais ça commence à monter là. Ça se remplit cette histoire. 59 minutes avant le coup d'envoi. Ah ouais, ça arrive. Ah, écoute, et nous, il nous reste une demi-heure d'émission, on est bien. Oui, on est pas mal là. On est bien. On est pas mal. Cross, Cretin et Aldrit. Donc une troisième ligne assez inédite. Parce que même Cretin en 7, je pense pas de mémoire l'avoir trop vu. En équipe de France, c'est sûr que non. Mais même au loup, je suis pas certain de le voir trop en 7. Mais bon, quand tu associes Cross, Cretin, tu sais que là, quand tu as Verhaeghe, Cretin, Aldrit, en termes de sauteurs, on est quand même pas mal. Quand tu as Antonio, Villemc ou Hardy, en termes de porteurs, on est pas mal non plus. Donc non, ça risque d'être assez intéressant. Je suis curieux de voir les touches qu'on va proposer aujourd'hui. Ouais. Avec Movaka bien évidemment au lancer. Et on rappelle juste Aldrit, capitaine, première fois qu'il se retrouve capitaine avec l'équipe de France. Donc, ouais, mais après c'est la logique parce qu'il fait partie de ces 3 leaders. Il y a 3 leaders identifiés dans ce 15 de France. Antoine Dupont, Grégory Aldrit et bien sûr Charles Olivon. Et donc c'est un roulement assez logique. On sait que malheureusement Tanga est un peu blessé au pectoral. Donc il ne peut pas démarrer ce match. Et on a, je crois, c'est Macalou sur le banc qui peut très bien remplacer et faire la maille en poste de 8 aussi. Lucu, il fallait bien qu'on voit Lucu. Alors certes, il y a Dupont est exceptionnel. Moi, Lucu, je ne comprends pas comment on n'arrive pas à voir à quel point ce numéro 9 est formidable. Je trouve que c'est, pour moi, c'est un capitaine. Quand tu prends la marée, il te tient la barre comme personne. Je trouve que c'est un papa, tu sais, comme on dit un peu les papas dans les groupes. Et moi, franchement, Lucu, je suis assez impressionné par ce joueur. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, et puis c'est aussi pour ça qu'il est devenu maintenant, sur ces derniers mois, le finisseur numéro 1 d'Antoine Dupont, parce que justement il a cette capacité-là aussi sur des fins de match, que ces matchs-là soient compliqués ou pas, de gérer, d'avoir la tête froide aussi, et on sait que c'est un poste où il faut savoir aussi garder sa lucidité. Donc il y a aussi ce côté-là qui est très intéressant dans ce profil de joueur. Et en plus, on ne le dit pas tout le temps non plus, mais j'imagine aussi que dans un collectif, il fait du bien aussi en dehors du terrain. Il fait partie aussi de ces joueurs qui, je pense, apportent de la bonne humeur également dans un collectif. En numéro 10, on en a parlé tout à l'heure, Antoine Astoy, qui a besoin sans doute un peu d'expérience. Voilà, il faut le tester. Hein. Voilà, il faut avoir un petit peu de minutes de jeu. Et puis là, contre les Fidjiens, il a de quoi s'amuser, je pense. Donc ça va être assez intéressant. Danty qui est remis. Alors moi j'ai lu un peu dans la presse un côté Danty, son match n'avait pas trop plu au staff et tout. J'ai pas eu plus d'écho que ça. Je sais pas si toi tu as eu d'écho à ce niveau-là. Pas plus non plus. Donc j'ai lu ça dans la presse. Je suis assez surpris. Alors certes, moi je l'ai trouvé peut-être en réathlétisation, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il est remis sur ce match. Moi je trouve que l'utilisation de Danty, qui est quand même un de nos porteurs de balle, un joueur qui peut avancer avec le ballon face à des Fidjiens très rugueux. En face de lui, il y a Semir Adradra qui, à un moment donné, était le meilleur joueur du monde. Donc, petit client. Donc, je pense qu'il va pouvoir se mesurer. Il a du client en face. Et on sait que Danty, c'est un revanchard. C'est quelqu'un qui a une bonne grinta et qui aime pas trop se faire marcher dessus. Donc, je pense qu'on risque de voir un bon et un fort Danty associé à Arthur Vincent. Ouais. Oui, et puis je suis assez d'accord et puis sur le profil de Danty, il faut aussi rappeler, il fait partie de ces joueurs qu'on appelle les joueurs premium, les joueurs cadres. Il y a peut-être aussi une importance à ce poste de centre
Surtout premier centre. C'est ça, Gaël Ficou n'est pas là. C'est la paire associée, on va dire, vraiment sur le côté premium. Ouais. C'est bien aussi d'avoir un Jonathan Danty qui est là, avec un Arthur Vincent qu'on retrouve enfin titulaire après ces nombreuses blessures qu'il a eu coup sur coup. Je pense qu'il y a aussi un intérêt à avoir Danty à ce moment-là. Et Arthur Vincent, bien entendu, qu'on est content de retrouver, lui qui s'est blessé tant et plus et qui l'a laissé éloigné des terrains. Ouais, puis Arthur Vincent, voilà, on va pas se mentir, on va pas faire non plus je sais pas, je sais pas quoi dire, mais en gros, Arthur Vincent, il joue sa place aussi. À un moment donné, il faut qu'on le voit, il faut qu'il se montre. Il y a 33 joueurs qui vont partir à la Coupe du Monde. On sait qu'en termes de poste de centre, c'est une option, Arthur Vincent. Arthur Vincent, il est capable de jouer 12, il est capable de jouer 13. C'est un peu différent au centre quand même sur ce qu'on demande au niveau international, mais en fait, en vrai, à tous les niveaux. Et il est capable de jouer ailier. Donc c'est une polyvalence. Arthur Vincent, on a besoin d'avoir des certitudes sur lui. Je pense que Fabien Galtier, il a envie de le voir pour savoir est-ce que je t'emmène avec moi ou pas. Ouais. On avait vu Gaëton qui avait fait une super prestation. Sûr. On voit Yoram Moefana qui est aussi aligné à l'aile. Parce que aussi des profils hybrides. Ouais. Yoram Moefana qui, on l'a vu jouer en 12 sur le premier match contre l'Écosse, qui avait fait plutôt bonne impression. Ouais. Donc Yoram Moefana qui est peut-être bien aussi. Le fait de le mettre à l'aile, pour moi, c'est aussi une stratégie de dire, avec la perte de Romain Tamac pouvait basculer centre. Aujourd'hui, on a peut-être moins cette option de centre sur le terrain. Yoram Moefana peut apporter ça. Dans l'utilisation du banc qu'on disait tout à l'heure, si tu mets que 2 joueurs, 2-3 quarts remplaçants sur le banc, tu sais que tu as un 9. L'autre profil, tu fais quoi? Est-ce que tu fais un 10-15? Est-ce que tu fais un ailier 15? Ou est-ce que tu fais un centre ailier? Il y a une vraie... Et la logique du profil hybride, du coup, se justifie totalement. Hein, quand du coup, sur ta composition, sur tes remplaçants, tu te choisis un 6-2. En effet, le profil hybride semble intéressant. Et puis on a envie de savoir aussi si Arthur Vincent a retrouvé le niveau auquel on l'a laissé sur les derniers matchs internationaux, où on pouvait dire que c'était un centre qui détonnait. Vraiment, il avait toute sa place sur le terrain. Puis on l'avait laissé aussi, moi si je me souviens bien, sur le titre du MHR, où il était quand même pas trop mal, l'a mis sur demi-finale, finale. Et à l'arrière, on retrouve Melvin Jaminet, pour le plus grand plaisir de beaucoup. Moi j'adore Melvin Jaminet, je suis très content qu'il soit là. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de sucre qui ont été cassés sur son dos injustement. On a juste des super 15 en équipe de France. Il faut peut-être des fois à un moment donné arrêter d'opposer les gens et juste apprécier le talent qu'on a. Et des fois, je trouve qu'en voulant absolument défendre l'un, on détruit l'autre, alors que juste les deux sont très forts. Il faut avoir un gros groupe. Tu gagnes pas une Coupe du Monde à 15 ni à 23, tu gagnes une Coupe du Monde à 33, 32, peut-être 36. Donc à un moment donné, c'est très bien. Je suis très heureux de le revoir ce soir. Pareil, hein, il est aussi à mon avis dans la balance. Ouais, sa dernière titularisation, c'était lors de la dernière journée de 2022 du tournoi Destination, lorsque la France fait le Grand Chelem. Et donc du coup, voilà, il est sur le banc. Je vous le dis rapidement: Bourgarit, Gros, Laclaya, Chaluro, Flamand, Macalou, Serein, Jalibert. Et sinon, il y a eu beaucoup de questions dans le chat. Botia, il joue quoi? Botia, il joue 7, mes amis Rochelais ou mes amis tout simplement amateurs de rugby. Du côté fidjien, la composition est assez épaisse avec des noms qu'on connaît. Donc Botia notamment, le champion d'Europe Rochelais, joue donc flanqueur. On a la charnière peut-être un peu moins connue, mais bon, Lomani et Muntz. Muntz, c'est vraiment le numéro 10 qui vient d'être installé, qui botte, qui est... moi, je me rappelle de lui lors de la Coupe du Monde U20 2018-2019, donc ça remonte. Mais c'est un bon joueur. Je pense que c'est pas du niveau d'un Antoine Astor, Jalibert, mais c'est un bon joueur quand même à suivre. Lomani, bon, on sait ce que ça vaut, mais surtout quand on regarde derrière. Abossi, joueur du Racing 92. Semira Dradra, j'en ai parlé. Mais voilà, futur joueur du Loup, anciennement joueur de l'UBB, joueur très fort, très solide. Quelque part, il n'y a pas Waisea, bon joueur du RCT, qui est très solide. On a Veil Nicolo, lui joueur du RCT qui remplace Tuisova, qui n'est pas présent sur le match. Ouais, c'est un forfait qui date de ce matin. Hein. Ouais. Mais bon, je crois que j'ai vu des supporters toulonnais qui étaient contents de le voir, donc bon, ça fait plaisir pour eux. Le centre Massi, qui lui a 2 sélections. Donc lui, c'est un joueur des Fidjian Drua, donc c'est une équipe pro-fidjienne, on va dire, qui joue le Super Rugby. Et on a à l'arrière Makala, et ça mes amis bayonnais, je peux te dire que lui ils le connaissent, parce que Makala en 13, il a rayonné sur le top 14 la saison dernière. Donc moi je sais que c'est un très bon 13. En 15 je suis moins convaincu,
Mais enfin, il y a quand même du beau monde sur les lignes arrière, hein, surtout. Hein. Ah oui, bah ça c'est indéniable. Hein. D'ailleurs, Grégory Aldrit le disait hein, hier en conférence de presse. Ils les connaissent, ces joueurs. Ils connaissent la qualité de jeu qu'ils ont, ballon en main. Ils connaissent l'épaisseur physique. En effet, quand on voit ces lignes arrière, on a hâte Il y a de la densité. Le match commence. Non, mais il faut surtout prévenir les gens que les Fidjiens, c'est plus une nation. Alors, c'est une nation qui fait peur, c'est une nation d'un très bon niveau. Moi, je pense que c'est une nation qui peut créer une surprise dans cette Coupe du Monde. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que c'est une nation qui est favorite pour la Coupe du Monde. C'est faux. L'équipe de France fait partie des favoris, au même titre que la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud ou l'Irlande. Ça, d'accord. Mais les Fidjiens, moi, je te dis, les Fidjiens, il y a un monde où ils sortent de leur poule. Les Fidjiens en Coupe du Monde, c'est max quart de finale dans leur histoire. Mais un Fidji demi-finale, on achète ou on n'achète pas? Bah ça se regarde, surtout qu'il faut aussi sortir de l'idée que les Fidji c'est seulement de l'engagement physique, du contact et du jeu où ça tape fort. Il faut rappeler, justement tu le disais avec ces lignes arrière, les Fidjiens ils savent faire jouer le ballon, ils ont des joueurs qui sont tellement impressionnants, qui sont capables de nous traverser le terrain et de nous faire des actions qui sont vraiment de haut vol. Les amateurs de offload, ceux qui aiment le offload, c'est vraiment les spécialistes pour passer les bras et faire jouer dans la continuité, et vraiment ça va être dangereux. Moi je trouve que les Fidjiens qui ont remporté l'équivalent du 6 Nations mais pour les équipes du Pacifique, donc le Pacific Nations Cup, ils ont gagné les 3 matchs en mettant 30 grains au Japon, au Samoa, au Tongien. Bon, jusque là rien à dire. Mais cette équipe-là a peut-être une petite difficulté au pré, vous me direz, dans le match. Mais j'ai l'impression qu'au ras des regroupements, c'est souvent là qu'ils sont friables. Ils se redisposent très vite. Ils font tomber, ils sont agressifs, ils sont durs sur le contact, sur le plaquage même. Mais peut-être qu'il y a une petite faiblesse à ce niveau-là. Petite faiblesse peut-être aussi en mêlée et en touche par rapport à un autre 15 de France. Mais ça reste une équipe à prendre très au sérieux, messieurs. Non, messieurs, dames, pardon. J'ai dit les copains souvent, bien évidemment, mais messieurs, dames. Et je pense que, attention, on est supporters du 15 de France, on sait ce qu'on vaut, mais on respecte aussi ce qu'il y a en face. Ouais, et tu parlais juste tout à l'heure de la poule des Fidji. Si on revient, c'est la poule C, donc qui a engagé le Pays de Galles, l'Australie, la Géorgie, le Portugal et les Fidji. Et on voit que le toss est en train de se dérouler avec les 2 capitaines. Ouais, donc Radradra et Radradra. Oh, ils se sont regardés dans les yeux, c'est bon. Ils se sont regardés dans les yeux pour ceux qui ont la référence. C'est que c'est bon. L'équipe de France aura donc le coup d'envoi de la droite vers la gauche. Donc on va vouloir mettre la pression. On aura donc le premier ballon d'attaque techniquement, parce que quand on engage sur quelqu'un, il nous rentre souvent le ballon au pied. Est-ce que les Fidjiens vont tenter une relance d'entrée des 22? Franchement, avec le stade qui commence à surveiller, rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Les copains, qu'est-ce qui est prévu pour... Au niveau du stade, vous avez peut-être remarqué qu'au niveau du coup d'envoi, en tout cas, vous avez peut-être remarqué qu'on avait un petit ruban vert, puisque le coup d'envoi va être donné par une jeune qui s'appelle Paloma. En gros, c'est l'association France-Rhin. Donc du coup, le professeur Georges Caram, chirurgien transplanteur au CHU de Nantes, qui accompagnera donc la jeune Paloma, âgée de 15 ans, et malade des reins depuis l'âge de 8 ans. Elle a pu être greffée et arrêter les dialyses grâce à un don en septembre 2022. Donc voilà, c'est pour mettre à l'honneur l'association, pour bien évidemment générer des dons pour éviter les dialyses et pour qu'il y ait plus facilement des greffes de reins, puisque c'est un gros problème. Donc voilà, vous avez la bande-annonce à côté, je sais pas comment on dit, bande-annonce, pas sûr que ce soit le bon terme. Mais donc voilà les copains, c'est pour ça qu'on a ça, et donc vous comprenez le coup d'envoi. Voilà, je vous donne un petit peu les informations. Il y aura bien évidemment la bâche, il y aura de la pyrotechnie, et il y a un truc qui est mis en place depuis un petit moment aussi dans le stade. Si vous voulez vivre l'expérience 15 de France, il y a carrément, il y a sur les tableaux d'affichage, il y a une explication des fautes, parce qu'on le sait, on a un sport qui est compliqué, on le sait, et on le sait aussi que tous les joueurs déjà sur le terrain ne connaissent pas les règles. Mais alors, il faut bien nous les expliquer. Et dans le stade maintenant, il y a des bulles explicatives. Et regardez ce que la Fédé fait, c'est vraiment bien. Il y a un petit module explicatif qui va vous montrer ce qui est mis en place. Les règles de rugby, elles sont pas toujours faciles. Il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément à chaque fois. Je comprends pas toujours les règles.
Bah, des fois, quand on regarde, on ne sait pas pourquoi l'arbitre a sifflé. Je me dis que là, j'ai rien vu de particulier. Moi, je sais que je me lève quand les gens ils commencent à se lever et à applaudir. Sinon, aucune idée. Je suis arbitre régie, je suis avec le service communication de la Fédé pour pouvoir les aider, les accompagner sur les décisions de l'arbitre de manière à pouvoir diffuser des bons messages pour que tout le monde puisse comprendre les décisions prises sur le terrain et les fautes qu'il peut y avoir. En avant volontaire. Ok, j'envoie. On diffuse des clips et les décisions de l'arbitre central qui arbitre le match et les clips sont là pour expliquer les fautes avec les décisions qui sont prises. On fait ça pour banaliser le rugby, pour que tout le monde puisse comprendre les décisions sur un sport qui est très beau mais qui est quand même très complexe au niveau du jeu et des décisions qui peuvent être prises. Offside. 14. Ok. 14 hors-jeu, pénalité. Les panneaux explicatifs pour les fautes, c'était super utile. Je pense que c'est bien pour les gens qui connaissent pas du tout le rugby. Ou alors quand on n'a pas forcément vu ce qui s'était passé, parce que c'était un peu loin, ça explique bien et donc je trouve ça c'est plutôt pas mal. Pour faire découvrir le sport, qui est un sport incroyable, c'est une bonne chose. Et l'équipe de France, sous les vivas du public, de la Beaujoire. Allez, allez les Bleus, bien évidemment. Cette équipe de France qui est à l'échauffement. Derrière nous, on a les Fidjiens qui s'entraînent avec des bouées, mon gars, remplies d'eau. Non mais attends, t'as vu Inès? Je pense que la bouée fait mon poids. Non mais c'est quoi ce délire? Non mais attendez, calmez-vous monsieur. Mais calmez-vous monsieur. Mais, oh putain. Ah ouais. Et bah bonne chance à nos joueurs de l'équipe de France. Parce que vraiment, waouh, c'est des beaux bébés. Hein. Bah, ça va être un grand match de rugby. Est-ce qu'on se... On donne juste la petite info de l'arbitre, on vous l'a demandé dans le chat. J'aime bien en plus justement, en plus, juste après la petite vidéo qu'on vous a montrée, c'est le géorgien Nika Amashukeli, l'arbitre de champ. Moi j'aime bien ce gars. J'allais boire, je pensais que ça allait durer plus longtemps. Est-ce que les copains, vous allez me faire un petit pronostic? Combien pour ce match? Donnez-moi le score, le résultat de ce match dans le chat. Et Inès va vous donner le résultat. Elle va vous spoil totalement puisqu'elle a toujours raison. En plus c'est bien parce que c'est enregistré, donc c'est une très bonne chose que tu aies dit ça. Alors va y voir combien? Alors, vraiment je suis tellement nul, je vais pas me risquer dans vraiment le prono. Attends, t'es pas complètement nul. Il y a quand même un mec qui vient d'envoyer 42-0. Spopovic, je pense que t'es un petit peu trop confiant. Hein. T'aimes l'équipe de France, mais détends-toi quand même. Je pense qu'il va y avoir des scores élevés. Vraiment, je pense qu'on va pas être sur du 6-9. Il va y avoir des essais. On va pas être que sur, à mon avis, des pénalités. Et là, tu vas voir qu'on n'aura que des pénalités. Non, mais il y a une stat quand même. L'équipe de France met 30 grains par match. Sur les derniers matchs, c'est ça. Sur, je sais plus si c'est sur les 6 ou sur les. Exactement. C'est ça. T'as t'as vu ça? On l'avait dit, on le fait. Ouais, je pense qu'en effet, les 30 points, on va y être. Mais peut-être des deux côtés. Moi, je vois plus un score assez serré comme ce qu'on a eu la semaine dernière face à l'Écosse. Et donc, elle veut pas se mouiller, c'est terrible. Alors certes, les Français mettent 30 grains par match, mais les Fidjiens aussi. Oui, c'est tout le problème. Mais je vois dans le chat, ça donne des 35-17, 33-10, 27-19, 33-17. Est-ce que Greg Prono est dans le chat? Notre ami Grégou, bien sûr, que j'embrasse. 35-25. Bah, écoute, moi je vais suivre Rakaboy parce que 35-25, ça me semble bien probable. Je suis assez d'accord. Écoute, Rakaboy, on te suit. J'espère que tu auras raison. J'espère que tu auras raison. Et on va vous demander de jouer, messieurs, dames du chat, pour tenter de remporter 2 places pour le match France-Australie qui aura bien lieu. Voilà. Pour le match France-Australie, eh bien c'est très simple. C'est un qui suis-je. Je vous fais un qui suis-je. Je déroule. J'ai joué dans tel endroit, j'ai fait tel truc, j'ai tel âge. Tu nous fais des feintes comme la semaine dernière? Je ne sais pas, mais c'est vrai que je suis coquin. Alors, je vous fais un qui suis-je. Le premier dans le chat à avoir la bonne réponse, eh bien, remportera 2 places pour aller voir France-Australie. La semaine prochaine, dimanche prochain, au Stade de France, à Saint-Denis. Mais pas que. Il remportera également le droit de
m'affronter sur un quiz pour tenter de remporter un maillot de l'équipe de France lors de la prochaine émission en attendant le 15. Voilà, c'est cadeau. C'est cadeau. Donc il y a quand même de l'enjeu. Il y a quand même de l'enjeu. Donc n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que France Rugby peut mettre un petit top dans le chat qu'on est tous une marque à ce moment-là, alors qu'on voit Botia à l'écran. Ouais. Qui prend d'ailleurs quasiment les 3/4 de l'écran. Hein. Il a mon âge, mais alors, bel homme. Hein. Genre vraiment, et lui il est tonique hein, pour son âge. Hein. C'est bon, est-ce qu'on a un top? On a un top. Est-ce que c'est prêt? C'est prêt, c'est parti. C'est un qui suis-je? Alors, je précise juste avant, nous sommes sur l'avant-match France-Fidji. Je dis ça, je dis rien. Mais je vous rassure, il est facile. Je suis un joueur fantasque qui découvre le rugby sur une île au beau milieu du Pacifique. Mais c'est dans le championnat de France, le fameux top 14, que j'explose vraiment aux yeux de tous dès la saison 2017-2018. Je suis un joueur offensif, capable d'exploits individuels. Quand j'ai le ballon, il y a danger. Je suis l'homme d'un seul club en France. Et même si je suis jeune, j'ai 24 ans, je compte déjà 100 matchs et j'ai presque atteint les 1000 points inscrits sur le maillot aux couleurs de Bordeaux. Je joue donc à l'UBB, plutôt 10, mais je sais également jouer 15. Je fais partie de la grande aventure du 15 de France. Je suis parmi les 42 retenus par Fabien Galtier. Et je suis même dans les 23 joueurs qui vont jouer ce match. Qui suis-je? Mathieu Jalibert. Je suis Mathieu Jalibert, bien évidemment. Il a découvert le rugby à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et on embrasse tous les néo-calédoniens qui nous regardent. Je ne sais pas à quelle heure il est chez vous, mais à mon avis, on est au beau milieu de la nuit. On vous embrasse, bien évidemment, parce que voilà, vous avez fait découvrir à Mathieu Jalibert le rugby. Et ben merci à vous, parce que son père étant militaire, il a un peu voyagé. Et donc voilà, qui a gagné? Je ne sais pas. Celui qui a gagné sera contacté par France Rugby en chuchotement sur Twitch, donc soyez vigilants. Et le deuxième remporte l'écharpe France-Fidji, une exclue pour aujourd'hui, voilà, 19 août 2023, ça marque le 3e match de préparation de cette équipe de France à Nantes. Inès, moi c'était un plaisir cette émission. Bah, tout pareil, j'essaie de remonter, mais il y a eu beaucoup de participation, désolé, j'essaie de trouver le pseudo, mais ça sera trouvé par la Fédé. Bah, merci à toi, Emeric aussi, hein, c'était un plaisir. C'était un plaisir, alors, t'es assez prise, donc on ne sait pas si on te retrouvera la semaine prochaine. Ouais. Moi j'espère, on sait jamais. Et si jamais je vous regarderai avec tellement de bonheur. Si jamais, écoute, fais-nous un très beau 52 minutes sur TF1. Ouais. Bravo pour le boulot que tu vas faire et que tu as déjà fait. Parce que moi je t'ai écouté, ils sont toujours disponibles. Les podcasts pendant la Coupe du Monde. Ouais, qu'on avait fait l'année dernière avec l'équipe de France de rugby féminin et avec le média Mademoiselle. En effet, ça s'appelait Humble et Engagé. Bah, pardon, j'ai parlé dessus, Humble et Engagé. Ouais. Bah franchement, moi je t'ai connu, je t'ai découvert là-dessus et je trouvais que c'était super. Ah bah merci, donc, merci écoute, surtout parce que grosse, très belle histoire avec ce 15 féminin. Bah et puis on est quand même pas passé loin, si c'est pas là, ça sera la prochaine. Merci à vous d'avoir suivi cet avant-live, le match est dans 37 minutes à voir sur TF1. Pour ceux qui ont envie bien évidemment de regarder le match, eh bien je viens de le dire, c'est sur TF1. Pour ceux qui ont envie de le vivre d'une manière un petit peu plus originale, eh ben écoutez, moi je fais une viewing party sur ma chaîne Poney Club avec 3E, je fais ma promo bien évidemment, on me donne un micro. On est mieux servi que par soi-même. Et bien évidemment, je viens de cracher par contre sur l'écharpe. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette émission, d'être aussi nombreux à suivre le rugby, que vous soyez voilà, des aficionados ou alors des néo-découvreurs de ce sport merveilleux. Et ben merci d'être là, merci de faire gonfler du coup ce sport, les chiffres de Twitch sur ce sport, parce qu'il le mérite, je pense qu'il le mérite. Puis pendant la Coupe du Monde, va falloir être tous derrière nos bleus. Allez le bleu. Allez l'équipe de France. Ciao les copains. Salut, merci beaucoup.